Septembre 1944, Bourgogne. Un jeune caporal allemand crache par terre en entendant le mot « vin français ». Pour lui et ses 47 camarades de captivité, cette boisson n'était qu'une piquette de paysans vaincus, tout juste bonne pour un peuple qu'Hitler leur avait appris à mépriser pendant 12 ans. Mais 3 mois plus tard, lors d'un repas de Noël inoubliable, un vieux vigneron français allait leur verser un seul verre d'un grand cru caché pendant toute l'occupation. Et ce qui s'est passé dans la seconde, qui a suivi la première gorgée, allait détruire à jamais tout ce que la propagande nazie leur avait enseigné sur la France. Comment une simple gorgée de vin français a-t-elle pu anéantir 12 années d'endoctrinement nazi et transformer des soldats ennemis en amoureux éternels de notre pays ? La région respire enfin après 4 longues années sous la botte allemande. Dans un petit village près de Meursault, un jeune soldat allemand nommé Hans Müller n'a que 22 ans. Il est prisonnier depuis 3 semaines à peine, avec 47 autres soldats de la Wehrmacht. Et comme les 740 000 soldats allemands capturés sur le sol français cette année-là, tous pensent que Federa, autant que le vin de France, n'est qu'une boisson sucrée pour les faibles, tout juste bonne pour un peuple vaincu. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que dans quelques mois, un seul verre de ce vin qu'ils méprisent tant va briser en 1000 morceaux tout ce qu'on leur avait appris depuis l'enfance. Pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir un peu en arrière. La France vient juste d'être libérée. Paris a été reprise en août. Les drapeaux tricolores flottent à nouveau aux fenêtres. Mais le pays est épuisé. Les routes sont détruites. Les ponts sautés. Le pain est rationné. Seulement 350 grammes par jour et par adulte. Dans les campagnes, on manque de sucre, de café, d'huile, de savon. Et surtout, 1,8 million de Français sont encore prisonniers de chez quelque part en Allemagne. Les familles attendent n'entendent des nouvelles qui n'arrivent pas. Les mères pleurent en silence devant les photos de leurs fils. Au même moment, plus d'1 million de soldats allemands se retrouvent en captivité sur le sol français. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils ont peur. Beaucoup ont été élevés dans les jeunesses hitlériennes. On leur a raconté pendant des années par la voix du ministre Goebbels que les Français étaient un peuple mou, dégénéré, amoli par le luxe et le bon vin. On leur a dit que la culture française n'était qu'un mensonge, que les vins de Bourgogne et de Bordeaux n'étaient bons que de l'eau colorée pour femmes riches. Hans Müller et ses camarades ont grandi avec ces mots dans la tête depuis leurs 10 ans. Ils y croient en tous, fermement, profondément. Le gouvernement français décide d'envoyer environ 600 000 de ses prisonniers travailler dans les fermes et les vignes. Il faut reconstruire le pays. Il faut ramasser les récoltes que personne n'a pu faire pendant la guerre. C'est ainsi que Hans et ses 47 camarades arrivent, un matin gris de septembre, sur le domaine de la famille Lachaume, à Meursault, au cœur de la côte de Beaune. 12 hectares de vignes, 5 générations de vignerons, une vieille maison de pierre aux volets bleus, et un patriarche qui attend devant la porte, les mains dans les poches. Pierre Lachaume a 58 ans. Son visage est marqué par le soleil et le chagrin. Il a perdu son fils aîné à Verdun en 1916, tué par un obus allemand à l'âge de 20 ans. Puis il a perdu son fils cadet en 1943, fusillé par la Gestapo pour avoir caché des armes dans la cave familiale. Pierre n'a plus qu'une fille et sa femme, Marguerite, qui prie chaque soir devant la petite croix de bois au-dessus de la cheminée. Quand il voit arriver les 48 prisonniers allemands dans la cour de sa ferme, il serre les poings. Mais il ne dit rien. Il sait que la vigne, elle, n'attend pas. Et les raisins sont déjà lourds sur les ceps. Hans descend du camion avec ses camarades. Ils regardent tous autour d'eux avec mépris. Ils voient de vieilles caisses de bois empilées contre le mur de la grange. Ils voient un vieil homme avec une casquette. Ils voient dans des vignes qui s'étendent à perte de vue sur les coteaux dorés. Pour eux, tout cela n'est rien. Chez Hans, en Bavière, son père est brasseur. Il fabrique de la bière, une vraie bière allemande, forte et honnête, pas comme ce jus de raisin que les Français boivent en faisant des manières. Ses camarades pensent la même chose. Beaucoup viennent des régions de bière du nord de l'Allemagne. Pour eux tous, le vin est une boisson ridicule. Le premier jour, un événement étrange se produit. Pierre Lachaume demande à 2 prisonniers de l'aider à descendre dans la cave. Hans est choisi avec un caporal nommé Klaus. Ils suivent le vieil homme dans un escalier de pierre qui s'enfonce sous la maison. En bas, une porte en bois massif. Pierre tire sur un mur de briques qui semble faux. Et soudain, les 2 prisonniers découvrent quelque chose qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Une cave voûtée du XVIIIe siècle, creusée sur 3 niveaux, avec 8000 bouteilles couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Certaines, murmure Pierre, datent de 1870.
Pendant 4 ans, le vieux vigneron avait muré cette cave pour cacher son trésor aux Allemands qui venaient en régulièrement voler les meilleures bouteilles. Il n'avait jamais cédé. Jamais. Même quand un officier nazi avait menacé de brûler sa maison. Hans et Klaus ne comprennent pas. Pourquoi un vieil homme risquerait-il sa vie pour des bouteilles? Ce n'était que du vin. De la piquette. Ils remontent dans la cour avec des caisses dans les bras et ils ricanent avec leurs camarades allemands. « Regardez, dit Hans en allemand, le vieux cache son jus comme si c'était de l'or. » Les autres rient avec eux. Ils tament du pied. Tous les 48 prisonniers se moquent du vieil homme, de son village, de son pays tout entier. Les rires fusent dans la cour, bruyants, méprisants. Mais Pierre Lachaume, qui ne comprend pas l'allemand, les regarde en silence depuis la porte de la grange. Il ne sourit pas. Il ne se fâche pas non plus. Il tient une bouteille dans sa main droite, une bouteille sans étiquette, simplement marquée à la craie blanche. Monsieur 1929. Et dans ses yeux fatigués, il y a quelque chose que les prisonniers ne remarquent pas encore. Quelque chose comme une promesse silencieuse. Car le vieux vigneron sait déjà ce que ces jeunes Allemands vont bientôt découvrir. Il sait que dans quelques mois, le soir de Noël, ces garçons arrogants qui crachent sur la France vont boire le verre le plus important de toute leur vie. Les vendanges commencent le lendemain matin à 5h30. Hans est réveillé par la cloche de la petite église du village. Il enfile ses bottes encore humides et sort dans la cour où l'attendent ses 47 camarades allemands. Le brouillard flotte sur les coteaux. Pierre Lachaume arrive avec un panier d'osier sur le dos. Il distribue à chaque prisonnier un sécateur et un seau. Puis il leur montre grain par grain comment couper la grappe sans abîmer la vigne. Pendant 3 mois, Hans et ses camarades vont travailler dans les vignes, puis dans la cave, puis dans la grange. Ils vont manger la soupe de Marguerite. Ils vont voir le tonnelier de Beaune fabriquer des fûts de chêne du Troncé, qui doivent sécher pendant 36 mois. Ils vont comprendre qu'il y a ici un savoir très ancien. Mais dans leur tête, la propagande tient bon. Ils acceptent la nourriture, ils respectent de Pierre un peu comme on respecte un vieux paysan têtu. Mais dès qu'ils sont entre eux, le soir, dans la grange où ils dorment, les blagues reprennent. Les moqueries continuent. « Vous avez vu le vieux ce matin ?» dit Klaus en riant. « Il parlait à ses vignes comme à des enfants. Ces Français sont fous. » « Et son vin, dit un autre, son fameux vin. Il en parle comme si c'était du sang divin. De l'eau colorée, voilà ce que c'est. De l'eau colorée pour femmes riches comme disait Goebbels. » Les rires fusant dans la paille. Hans rit avec eux lui aussi. Car même s'il a été touché par la gentillesse de Marguerite, même s'il a écrit quelques phrases troublées dans son carnet, il reste un soldat du Reich. Il est bavarois. Il est le fils d'un brasseur. Pour lui, l'alcool sérieux, c'est la bière, c'est le schnapps. Ce n'est pas ce jus sucré que les Français boivent en faisant des manières avec leurs petits verres ridicules. Un soir d'octobre, Marguerite apporte aux prisonniers une cruche de vin de table, du simple vin de pays, pour accompagner leur soupe. Hans en boit une gorgée et grimace. « Tu vois, dit-il à Klaus en crachant par terre, c'est exactement ce que je disais. De l'eau aigre, les Français se moquent d'un de nous. » Les autres rient. Il vide la cruche dans un seau devant la fenêtre de la cuisine pour que Marguerite les voie. Elle les voit. Elle ne dit rien. Mais ce soir-là, elle en parle à Pierre. Et le vieux vigneron sourit, pour la première fois depuis longtemps. « Laisse, lui dit-il, laisse-les se moquer. Ils ne savent pas ce que c'est que du vin. Ils n'ont jamais goûté le vrai vin. Attends, Noël, attends. » Les semaines passent et l'hiver arrive en Bourgogne. Décembre 1944. Le froid mord les mains. La neige recouvre les vignes endormies. Les prisonniers allemands travaillent maintenant à l'intérieur, dans la grande grange du domaine, où ils aident à réparer les outils et à nettoyer les cuves. Le soir, ils continuent de plaisanter entre eux. Ils continuent d'imiter Pierre qui parle aux vignes. Ils continuent d'appeler le vin de Bourgogne la pisse du paysan. Leurs moqueries n'ont pas cessé. Elles se sont juste déplacées à l'intérieur, au chaud, près du poêle. Le 24 décembre arrive. C'est la veille de Noël. Pierre Lachaume, depuis plusieurs jours, prépare quelque chose de spécial. Hans l'entend parler à voix basse avec Marguerite dans la cuisine. Il les voit descendre plusieurs fois dans la cave. Il ne comprend pas pourquoi. Mais ce soir-là, vers 5h, Pierre s'approche des prisonniers et leur dit, dans un allemand cassé qu'il a appris pendant la Première Guerre mondiale, « Ce soir, vous mangez avec nous. Dans la grange, c'est Noël. Et vous allez goûter mon vin, mon vrai vin. » Les prisonniers se regardent, et tous les 48 éclatent de rire. Klaus se tape sur les cuisses. Son vrai vin. Il va nous montrer son vrai vin. Il rit encore plus fort que le premier jour. Il rentre de pitié pour ce vieil homme qui s'imagine qu'une bouteille de jus de raisin va les impressionner, eux des soldats du Reich, des fils de la plus grande civilisation du monde. Hans rit aussi. Il dit à Klaus «
On va lui faire plaisir. On va boire sa piquette et on va dire que c'est bon. Comme ça, il sera content, le vieux. » Les autres approuvent en se tordant de rire. 18 prisonniers acceptent finalement l'invitation. Les autres, surtout les anciens SS, refusent catégoriquement, non pas par méfiance mais par mépris. Ils ne veulent pas s'abaisser à partager la table d'un paysan français. Hans, lui, y va par curiosité pour voir le spectacle. Pour se moquer une dernière fois, à table, du vieil homme et de son précieux liquide. La grange a été transformée. Marguerite et sa fille ont accroché des branches de sapin au mur. Sur la grande table en bois, elles ont posé une nappe blanche, la seule qu'il leur reste, celle de leur mariage. Des bougies assez brûlent dans de vieux chandeliers, en argent. Au centre de la table, une immense marmite en fonte fume doucement. À l'intérieur, un coq au vin qui a mijoté pendant 6 heures dans du vin rouge avec des oignons, des lardons et des champignons. À côté, un grand plat de pommes de terre sarladaises, dorées dans la graisse de canard. Les 18 prisonniers allemands s'assoient autour de la table. En face d'eux, Pierre, Marguerite et leur fille. Hans échange un regard complice avec Klaus, assis à côté de lui. Ils sont prêts à se moquer. Ils ont déjà leurs phrases dans la tête. Ils vont goûter, faire semblant d'apprécier et rire en sortant. Puis Pierre se lève. Il tient dans ses mains la bouteille marquée à la craie blanche, Monsieur 1929, la bouteille qu'il avait cachée pendant 4 ans, la bouteille que les officiers nazis avaient cherchée partout sans jamais la trouver. Pierre la pose sur la table. Il regarde les 18 jeunes Allemands un par un, puis s'arrête sur Hans, et il dit lentement ces quelques mots qu'aucun d'entre eux n'oubliera jamais. « Goûtez, mes petits. Ce vin a survécu à 2 guerres. Il est plus vieux que vous. Maintenant, moquez-vous. » Il a dit ces mots en allemand. Parfaitement, sans accent, et les prisonniers comprennent à cet instant précis que le vieil homme savait. Il les avait entendus depuis le début. Il avait entendu toute leur moquerie pendant 3 mois, et il avait gardé le silence. Il avait attendu ce soir. Le vieux vigneron ouvre la bouteille avec précaution. Le bouchon sort avec un petit bruit sec. Il sert Hans en premier, puis chacun des 17 autres prisonniers un par un. Le vin coule dans les verres comme de l'or liquide. Un meursault. Premier, cru 1929. 13 degrés et demi d'alcool. Un vin qui a attendu 15 ans dans le noir, patient, silencieux, pour cette seule nuit. Hans prend le verre dans sa main. Autour de la table, un silence gêné s'installe. Le sourire moqueur est encore sur les lèvres de Klaus. Hans pense encore, juste une seconde, aux mots de Goebbels. À la piquette de paysans. À l'eau sucrée pour femmes. Il lève son verre en direction de Klaus comme pour dire « Allons-y, faisons semblant ». Et il porte le verre à ses lèvres. La première gorgée entre dans sa bouche. Et le monde s'arrête. Ce n'est pas du vin. C'est autre chose. C'est de la noisette grillée, du beurre frais, de la pierre chauffée au soleil. C'est du miel sauvage, de l'amande, de la mer lointaine. C'est quelque chose que Hans n'a jamais goûté, ni même imaginé. Aucune bière de Munich, aucun schnapps, aucun alcool allemand ne l'a jamais préparé à cela. C'est comme si, pour la première fois de sa vie, il découvrait qu'il avait une bouche, une langue, des sens, comme s'il venait de naître, à 22 ans, dans cette gorgée. Le sourire moqueur disparaît de son visage. Il reste immobile, le verre encore contre ses lèvres. Autour de la table, le même phénomène se produit simultanément chez les 17 autres. Klaus, qui allait rire, s'étouffe. Ses yeux s'écarquillent. Un grand garçon blond de Hambourg pose son verre et porte la main à sa bouche, comme pour retenir un sanglot. Un menuisier de Dresde murmure, la voix cassée, « Mein Gott, mein Gott ». Pas un mot pendant 1 minute entière. 18 jeunes soldats allemands, immobiles, les yeux remplis de larmes, comprennent en silence qu'on leur a menti. Pas un peu. Pas sur un détail. Sur tout. Depuis toujours. Hans repose lentement son verre. Sa main tremble, il regarde Pierre. Le vieil homme ne sourit toujours pas. Il fait seulement un petit signe de tête, comme pour dire « Vous avez compris maintenant ». Et Hans comprend. Il comprend que tout ce qu'on lui avait enseigné depuis l'âge de 10 ans était un mensonge. Un immense mensonge d'État. Parce que un peuple capable de faire cela, de créer, avec de la terre, du soleil et de la patience, un liquide qui ressemble à de la musique, ne peut pas être un peuple mou, ne peut pas être un peuple dégénéré, ne peut pas être un peuple faible. Un peuple qui fait naître du meursault 1929 est un peuple de géants. Hans pense à Goebbels, à ses discours à la radio, à ses rires méprisants contre la France, et il a honte. Une honte profonde, physique, qui lui monte du ventre jusqu'aux yeux. Il avait cru cet homme, il avait ri avec lui,
Et pendant tout ce temps, pendant que Goebbels hurlait ses mensonges dans les haut-parleurs, ce liquide-là attendait dans une cave de Bourgogne. Ce liquide-là existait. Et il suffisait d'une seule gorgée pour que toute la propagande du Reich s'effondre en poussière. Klaus, à côté de lui, pleure en silence. Klaus le plus arrogant, le plus moqueur, celui qui crachait sur son pain française 3 jours plus tôt. Klaus pleure sur son verre comme un petit garçon. Et Hans comprend que ce n'est pas seulement lui, Hans Müller, qui vient de changer. Ce sont 18 hommes qui viennent de changer, à la même seconde, autour de la même table, grâce à la même gorgée. Pierre remplit les verres une deuxième fois. Personne ne rit plus. Personne ne parle. On entend seulement le feu qui crépite dans la cheminée et les sanglots étouffés de jeunes Allemands qui, pour la première fois de leur vie, viennent de goûter la vérité. Cette nuit-là, Hans ne dort pas. Il sort son carnet. Il écrit à la lueur d'une bougie. Sa main tremble. Les mots sortent tout seuls. Il écrit en allemand « Nous nous sommes moqués du vin français pendant 3 mois, et en une seule gorgée, il nous a répondu. Il ne nous a pas crié dessus. Il ne nous a pas giflé. Il nous a simplement laissé entrer. Et en nous laissant entrer, il nous a tout pris. Toute notre arrogance, toute notre certitude, toute notre propagande. » Il écrit une phrase qu'il souligne 3 fois avec son crayon. « Nous avons détruit des villes en 6 semaines. Eux font mûrir un grand cru en 50 ans. Qui est vraiment le plus fort ?» Hans comprend maintenant ce qu'est la vraie force d'un peuple. Ce n'est pas le nombre de chars. Ce n'est pas la taille de l'armée. Ce n'est pas la voix qui crie le plus fort dans les haut-parleurs. La vraie force d'un peuple, c'est sa capacité à mettre 2000 ans de soleil, de pluie et de patience dans une seule bouteille et à la garder intacte sous 4 années d'occupation. Pierre Lachaume avait perdu ses 2 fils. Son pays avait été occupé pendant 4 ans, et pourtant, il avait sauvé ses 8000 bouteilles. Il avait gardé vivante une tradition de 5 générations, et d'une seule gorgée, il avait vaincu 18 soldats du Reich, là où toutes les armées alliées avaient dû se battre pendant des années. Avant de fermer son carnet, Hans écrit une dernière phrase, en français cette fois, la seule phrase française qu'il connaît bien, celle que Pierre lui avait apprise pendant les vendanges, « Le vin, c'est de la terre qui chante ». Il souffle la bougie. Dehors, la neige tombe doucement sur les vignes de Meursault. Et dans le cœur de 18 jeunes soldats allemands, quelque chose de très ancien, de très grand, de très français, vient de naître pour toujours. Les années passent lentement sur le domaine Lachaume. Hans Müller reste en France encore 3 ans et demi, jusqu'au printemps 1948. Il travaille chaque saison dans les vignes de Meursault, aux côtés de Pierre, de Marguerite et de leur fille. Il apprend le français petit à petit. Il apprend à dire merci du fond du cœur. Il apprend à dire pardon aussi, car chaque fois qu'il repense à ses moqueries des premiers mois, il a honte. Plusieurs de ses camarades de cette fameuse nuit de Noël restent eux aussi au domaine ou dans les fermes voisines, transformés à jamais par cette unique gorgée. Un matin d'avril 1948, Pierre Lachaume entre dans la grange avec une lettre à la main. Hans est libre, il peut rentrer en Allemagne. Le vieux vigneron ne sourit pas. Marguerite pleure dans la cuisine. Leur fille reste silencieuse, car en 3 ans et demi, quelque chose s'est passé dans cette famille brisée par la guerre. Ce jeune Allemand qui avait craché sur leur vin est devenu presque comme un 3e fils. Le jour du départ, Pierre emmène Hans dans la cave une dernière fois. Il prend sur une étagère une bouteille sans étiquette, marquée simplement à la craie blanche. Puis il la tend au jeune homme. « Tiens, dit-il, pour que tu n'oublies jamais la nuit où tu as cessé de te moquer. » Hans veut refuser. C'est trop précieux. Mais Pierre insiste. Il met la bouteille dans son sac, à côté du carnet de cuir brun rempli de 3 années d'écriture. Puis il le serre dans ses bras comme on serre son propre enfant. Hans rentre en Bavière en train. Quand il arrive dans son village, rien n'est comme avant. Les maisons sont à moitié détruites. Les rues sont grises. La brasserie de son père ne fonctionne plus. Sa mère a vieilli de 20 ans. Sa mère lui prépare un repas de retour. Du pain noir, un peu de soupe claire, une pomme de terre bouillie. Hans regarde cette assiette et il pense à la table de Noël de Meursault, à la bouteille de 1929, aux 18 camarades qui avaient pleuré avec lui. Il ne dit rien. Mais le soir, dans sa chambre d'enfance, il sort son carnet et il écrit « Je suis chez moi et pourtant je ne suis plus chez moi. Une partie de mon cœur est restée en Bourgogne. Elle y restera toujours. » Dans les années qui suivent, Hans Müller change de vie. Il ne reprend pas la brasserie de son père, il apprend le métier d'importateur, et dès 1952, il devient l'un des tout premiers importateurs allemands de vin de Bourgogne. Il voyage chaque année à Meursault. Il retourne chez les Lachaume, il embrasse Pierre sur les 2 joues, comme un fils. Et chaque année, il retrouve
Il retrouve aussi plusieurs de ses anciens camarades de captivité, devenus eux aussi importateurs, cavistes ou simplement amoureux silencieux de la France. Tous portent en eux la même blessure douce, l'amour d'un pays qu'ils avaient appris à haïr et la honte d'avoir ri d'un vin qu'ils n'avaient jamais que goûté. Hans se marie en 1954 avec une jeune femme allemande nommée Ilse. Ils ont 3 enfants. Dès leur plus jeune âge, il leur apprend le français. Il leur raconte l'histoire de Meursault, du vieux vigneron, de la cave murée, de la nuit de Noël 1944, des 18 prisonniers qui s'étaient moqués pendant 3 mois et qui avaient pleuré en une seule gorgée. Ces enfants grandissent que dans l'admiration de ce pays que leur père avait méprisé, puis appris à aimer plus que tout. Pierre Lachaume meurt en 1971, à l'âge de 85 ans. Hans prend le train de nuit dès qu'il reçoit la nouvelle. Il arrive à Meursault le lendemain matin. Il marche jusqu'au cimetière du village. Il pose sur la tombe du vieil homme la bouteille de 1929, celle que Pierre lui avait offerte 23 ans plus tôt et qu'il n'avait jamais osé ouvrir. Il la laisse là, dans la terre de Bourgogne, aux côtés de son ami. Puis il retourne à la ferme et il pleure dans les bras de Marguerite pendant 1 heure entière, sans dire un mot. En 1984, 40 ans après cette nuit de Noël qui avait changé sa vie et celle de ses camarades, Hans Müller publie ses mémoires. Le livre s'appelle en allemand Der Geschmack der Wahrheit, ce qui veut dire le goût de la vérité. Le livre est traduit en français 2 ans plus tard. Il raconte tout. Les 3 mois de moquerie, les rires méprisants, le jus de paysan. Et puis la bouteille, et la gorgée, et le silence. À la fin du livre, Hans écrit ces lignes que les lecteurs français n'oublieront jamais. Nous nous sommes moqués du vin français pendant 3 mois. Nous pensions boire de la piquette. Nous avons bu la vérité. Aucun char, aucun canon, aucun discours n'aurait pu faire ce qu'une seule gorgée de Meursault a fait en nous ce soir de Noël 1944. Nous étions venus en ennemis qui ricanaient. Nous sommes repartis en amis qui pleuraient. Et nos familles, nos enfants, nos petits-enfants porteront cette amitié comme un trésor, pour toujours. Voilà ce que ces jeunes soldats allemands ont vraiment appris pendant leur captivité en France. Ils n'ont pas appris la défaite. Ils ont appris la grandeur. Ils ont compris que la vraie puissance d'une nation ne se mesure pas à ses armées, ni à ses usines, ni à ses discours. Elle se mesure à ce qu'elle transmet de génération en génération, à ses vignes, à ses caves, à ses bouteilles cachées sous 4 ans d'occupation, à une seule gorgée offerte à un ennemi un soir de Noël. La France a gagné une victoire ce soir, de Noël 1944, une victoire que l'Allemagne nazie n'a jamais pu lui arracher, la victoire de la civilisation sur la barbarie, la victoire de la beauté sur la haine, la victoire d'un peuple millénaire, patient, fier, généreux, qui, même vaincu, même occupé, même blessé, a toujours su relever la tête et offrir le meilleur de lui-même, même à ceux qui s'étaient moqués de lui. Et c'est peut-être cela, au fond, la vraie leçon. On peut occuper un pays, on peut brûler ses villes, on peut rire de ses vins, mais qu'on goûte une seule fois à son âme dans un verre de Meursault un soir de Noël et l'on n'en revient plus jamais le même.